chance d'avoir Nicolas Vaillatis qui vient nous présenter un des sujets qu'il a d'intérêt en ce moment, et je lui laisserai en parler, hein, sur les sujets d'optimisation séquentielle. Bon, Nicolas travaille à l'ENS Cachan, l'ENS Paris-Saclay maintenant, hein, c'est comme ça qu'il faut dire, dans le laboratoire CMLA. Il est aussi un des acteurs bien connus dans formation sur le master MVA. Bon, je connais Nicolas depuis quelques temps, de mon passé d'avant l'IRT, et je pense que vous allez en apprendre et comprendre peut-être ce qu'il est d'une certaine forme de pédagogie, moi, que je trouve assez remarquable. Certains sujets nouveaux en optimisation et surtout en machine learning. Voilà, je lui laisse la parole pour ce séminaire. Merci beaucoup Patrice pour cette introduction. Je suis ravi de venir vous présenter des travaux pour la plupart assez récents dans mon équipe. Surtout n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure de l'exposé. Bon, il y a plusieurs parties et puis on verra peut-être aussi, je passerai peut-être plus de temps sur certaines parties selon aussi peut-être vos centres d'intérêt. Donc en fait, le sujet, il y a un sujet général, ça va couvrir plusieurs types de travaux. Je vais rentrer un peu plus dans le détail dans un instant. Mais il y a une problématique très générale qui est quelque part le sujet de la création, enfin, ou de la conception, si vous voulez. C'est tout travail créatif qu'on attend des ingénieurs commence aujourd'hui à être un peu chamboulé par l'apparition d'outils vraiment en rupture hein, par rapport aux pratiques qu'on trouve dans l'industrie. Et la question, c'est un peu jusqu'où on peut aller dans cette démarche de, quelque part, remplacer certaines fonctions du bon ingénieur, qui est d'avoir de l'imagination, d'imaginer des nouvelles architectures, par exemple, avec des outils, alors soit d'aide à la décision ou d'aide à la conception, mais qui peuvent éventuellement aller assez loin. Donc c'est ça le sujet général. Donc je vais commencer par vous donner quelques exemples. Et puis après, on verra, il y a évidemment plein d'approches possibles pour essayer de formaliser un peu les choses et voir ce qu'on peut en dire avec des outils modernes qui viennent beaucoup de la modélisation statistique au sens large. Et donc aussi, ça couvre évidemment les approches algorithmiques autour du machine learning. Alors, on va commencer avec un exemple qui vient de l'art. Je ne sais pas si vous savez qui a peint ce tableau. Rembrandt. Presque. C'est une intelligence artificielle, effectivement. Donc c'est un projet qui s'appelait The Next Rembrandt. Et donc il y a des gens qui ont travaillé sur qu'est-ce qui caractérisait les tableaux de Rembrandt. Donc ils ont finalement abouti sur l'idée que ça devait être une personne qui avait entre 30 et 40 ans, qui portait la moustache, qu'on voyait plutôt avec je dirais, la tête tournée légèrement vers la gauche, qui devait porter un col comme ça. Et après, on a restitué aussi toutes les, comment dire, l'histogramme des couleurs qui était plus ou moins celui dans les tableaux de Rembrandt. Et on a pu reproduire avec une imprimante 3D, avec je ne sais pas combien de couches de vernis de peinture, pour reproduire vraiment, restituer exactement le même rendu. Donc en gros, c'est vraiment la boîte à outils du faussaire hein, qui a été conçue comme ça. Et c'est tout à fait le genre de travail où, quelque part, on a formalisé, en quelque sorte, quels sont les paramètres hein, qui régissent la constitution d'une toile comme celle-ci. Tout a été décortiqué, aussi bien les aspects assez bas niveau hein, sur la couleur, les textures, etc. Et puis des aspects plus haut niveau. Donc j'ai parlé du visage. Il y a aussi même l'expressivité et les caractéristiques du visage ont été décortiquées aussi avec des algorithmes qui ont identifié une soixantaine de features qui permettaient de capturer en quelque sorte la variabilité observée sur les toiles de Rembrandt. Et donc à partir de là, on pouvait, par une génération aléatoire, mais qui suivait en quelque sorte cette grammaire, on a pu proposer une toile qui n'est pas une toile de Rembrandt, elle n'existe pas. Donc vous voyez que c'est quand même
assez déroutant. Un autre problème auquel on est confronté pour les gens qui touchent un peu aux algorithmes d'apprentissage, notamment les fans de deep learning, c'est le problème de l'hyperlearning, du hyperlearning. C'est l'apprentissage des hyperparamètres, en fait. C'est comment on calibre les hyperparamètres de ces architectures qui sont complexes, qui ont une capacité de représentation effectivement très très riche, mais qui requièrent énormément d'expertise et de savoir-faire pour faire les bons choix dans les paramètres qui régissent ces architectures. Alors pour les vieux de la vieille du machine learning comme moi, on aimait bien ce domaine parce que les algorithmes populaires dans les années 90-2000, c'était les SVM, les random forest, ces algorithmes où il y avait finalement entre 2 et 5 paramètres à régler. Et là, aujourd'hui, j'avoue qu'on est un peu dépassé quand on voit le nombre d'hyperparamètres dans les architectures. Bon, ça recoupe un peu les problématiques qu'on avait sur les réseaux de neurones traditionnels. Mais là, sur le deep learning, c'est complètement explosif. Donc ça, j'ai repris ici une des planches présentées par Yoshua Bengio il y a 2-3 ans dans un workshop sur justement les problématiques d'auto-apprentissage, c'est-à-dire de calibration d'hyperparamètres. C'est comment finalement on apprend au fil de plusieurs expériences sur des jeux de données différents. C'est ça la problématique. Donc évidemment, quand on est sur un jeu de données, il y a les bonnes pratiques, il y a la validation croisée, des choses comme ça qui vous permettent de dire quel est le bon jeu d'hyperparamètres sur un dataset donné. Mais évidemment, c'est des procédures qui sont assez coûteuses en temps de calcul. Et la question, c'est est-ce que quand on a fait 10 fois des validations croisées sur des datasets différents, est-ce qu'on a appris quelque chose ? C'est ça le sujet. Donc voilà, il énumérait, alors je ne suis pas du tout expert du deep learning, si vous voulez faire des thèses en deep learning, il faudrait aller voir quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous pouvez, pour ceux qui sont familiers, vous savez très bien, et vous pouvez constater ici qu'il y a une quantité non négligeable de paramètres, et ce n'est pas seulement des paramètres, c'est aussi des choix de fonctions, enfin il y a plusieurs... et puis il y a des items qui correspondent en fait à des jeux de paramètres. Donc c'est vraiment des structures de fonctions qui sont vraiment compliquées. Donc là évidemment, on peut oublier tout ce qui approche par grille, par recherche aléatoire, enfin faire des cribles aléatoires sur des espaces de paramètres, ça paraît assez désespéré. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'expertise. Et donc les gens qui font des choses bien en deep learning, généralement, c'est des gens qui en ont fait pendant un certain temps, et qui ont développé un savoir-faire, des intuitions et qui sont en mesure de calibrer une bonne partie de ces paramètres plus ou moins à la main. Alors il y a des aides évidemment, et on voit apparaître aussi, d'ailleurs Bengio le mentionne dans son exposé, des approches justement de type plan d'expérience, de type optimisation pour régler ces choix. Mais on est dans des espaces quand même de très grande dimension, donc les stratégies habituelles sont quand même difficiles à mettre en œuvre. Donc si on prend un peu de recul sur à partir des 2 exemples que j'ai cités là, en fait, on est confronté à un problème de type régression. C'est une espèce de super régression. Simplement, ce n'est pas une régression sur les données, sur les observations dans votre problème d'apprentissage, mais c'est plutôt une régression sur des jeux de paramètres versus l'espace d'arrivée. En l'occurrence, c'est un espace où on va mesurer la performance. Chaque réalisation, chaque observation, c'est un algorithme qu'on a calibré par le passé. Si on pense à la conception de système, c'est un prototype qu'on a évalué par le passé, etc. C'est ça l'espace des objets qui forment notre espace d'entrée. Et les questions qu'on se pose, c'est effectivement, est-ce qu'on peut apprendre de manière continue ces jeux d'hyperparamètres? Est-ce qu'on peut faire du contrôle? Est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut proposer de nouveaux prototypes qui vont répondre à un cahier des charges, par exemple, par rapport à des performances qu'on pourrait spécifier dans un domaine. Si on fait de l'optimisation multicritère, notre espace d'arrivée, c'est un espace multivarié. Et un cahier des charges, ça serait une région dans cet espace et on voudrait s'assurer que le prototype nous garantit des performances qui sont dans ce sous-espace, dans cette région.
Mais voilà, on peut voir ça vraiment comme une régression. Et là, je voudrais souligner un certain nombre de caractéristiques importantes quand on est dans cette optique-là. Donc, ce n'est pas une régression standard. Et il y a des points qui sont, à mon avis, assez particuliers. C'est que cette fonction qui relie donc l'espace des paramètres de conception avec un espace de performance, on ne la connaît pas. Généralement, on peut évidemment l'évaluer en tout point, mais cette évaluation, très souvent, elle a un coût. Donc, on ne peut pas évaluer, demander autant d'évaluation qu'on le souhaite de la fonction. Ce qui veut dire que très souvent, on travaille avec des petits échantillons. Pensez à, je ne sais pas, des architectures de systèmes complexes, des prototypes, ça correspond à peu près au nombre de brevets que vous allez trouver. C'est de l'ordre de la dizaine, c'est jamais de l'ordre de la dizaine de milliers ou du million. Hein. Donc on est vraiment sur des petits échantillons. Et il y a une autre particularité, c'est qu'on est dans un cadre de l'apprentissage qu'on appelle l'apprentissage actif, où en fait l'utilisateur, l'opérateur, il a la main sur le mode d'échantillonnage, puisque c'est lui qui fixe quels sont les prototypes. Donc il choisit les points d'évaluation. Il ne subit pas des données qui lui arriveraient, je ne sais pas, de manière complètement aléatoire. On est dans un mode actif. Donc c'est un peu, si vous voulez, c'est ce qui nous donne de l'espoir, puisqu'on a des petits échantillons, on est en grande dimension. Si vous avez fait un peu de statistique, vous savez que ce n'est pas un cadre très favorable, malgré un certain nombre d'approches qui ont été développées les 10-15 dernières années autour des modèles parcimonieux, etc. Mais notre espoir, c'est qu'on peut agir. On peut agir sur les points d'évaluation, on peut les choisir. Et donc, on espère que ça contrebalance l'effet petits échantillons. Et puis un autre aspect, c'est qu'on est vraiment, je parlais de démarches créatives ou qu'on rencontre dans les problématiques d'aide à la conception. Donc, faire dans certains domaines scientifiques en explorant en fait l'espace des possibles. Et cette exploration, elle a, je dirais qu'elle a un côté séquentiel, c'est-à-dire qu'on fonctionne beaucoup par essai-erreur, on va essayer des choses et puis on va voir ce que ça donne et on va à partir de là modifier des prototypes existants ou des architectures existantes. Donc il faut intégrer aussi dans la démarche cet aspect séquentiel. Voilà. Et puis, donc ça, je pense que c'est quand même 4 caractéristiques importantes. Et puis, je voudrais faire une autre remarque sur la problématique générale. C'est que si j'ai parlé de régression au début, dans le sens où il y a une mise en correspondance de deux espaces, en réalité, très souvent, l'objectif, il se résume à optimiser cette fonction inconnue. Donc, quelque part, notre objectif, il est peut-être un peu moins ambitieux que de reconstituer la fonction elle-même si on cherche simplement à l'optimiser. Ça veut dire qu'il y a des zones où on a besoin de l'estimer de manière très précise. D'accord ? Donc ça veut dire que là aussi, si on se donne le bon objectif, on peut, malgré la complexité de la tâche, peut-être arriver à quelque chose. Je vais continuer dans mes exemples, je vais donner des exemples maintenant un peu plus techniques, et puis pour le coup des exemples que je connais, sur lesquels on a travaillé, et sur lesquels on a des réalisations, donc ça permet de renvoyer des papiers, et puis comme ça vous pourrez avoir des détails, par rapport aux deux premiers qui étaient plus généralistes, je dirais. Donc le premier exemple, c'est la problématique qu'on rencontre quand on fait du plan d'expérience pour des codes numériques. Donc là, ça touche vraiment à toutes les problématiques autour de la simulation. Quand on a des codes compliqués, lourds, voilà, chaque évaluation, elle a un coût en temps, en nombre de CPU, etc. Et donc, il y a un enjeu à accélérer, en quelque sorte, l'exploration de ce que nous apprend ce code numérique sur le phénomène. Donc, ces problématiques de plan d'expérience, bon, là aussi, mon expérience personnelle, parce que je discute avec beaucoup de gens, et puis dans mon laboratoire, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces sujets de simulation. J'ai toujours vu des vraiment compliqués pour fabriquer les codes, pour les concevoir, pour proposer des schémas, pour les adapter, etc. C'est un travail énorme, des scientifiques de très haut niveau. Et j'étais à chaque fois dépité par la naïveté des plans d'expérience qui étaient utilisés en sortie. Et je pense que là, il y a vraiment des potentiels de gains
considérable si on a des approches un peu systématiques pour justement bien choisir les plans d'expérience. Donc là, le problème sur lequel on avait travaillé, c'était en l'occurrence un code de mécanique des fluides. Pour modéliser les vagues, on avait jusqu'à il y a 2-3 ans une équipe très très forte autour de Frédéric Diaz et ses étudiants, puisque Frédéric est parti depuis quelques années déjà à Dublin, sur la modélisation des vagues, notamment des vagues extrêmes, des tsunamis. C'est parmi vraiment les meilleurs experts mondiaux sur la modélisation de ces phénomènes-là. Et donc en collaboration avec Kostas Sinolakis, qui est prof dans une université californienne, qui est aussi un très grand expert là pour le coup de terrain. C'est vraiment des personnes qui vont sur le terrain après les tsunamis, qui collectent des données et qui ensuite les confrontent un peu à ce que peuvent dire les modèles sur ces phénomènes. Donc il y avait une hypothèse qui avait été émise par ce chercheur aux États-Unis. Lors des séismes de 2010 à Sumatra, ils avaient constaté en fait que quand il y avait des récifs au large des côtes, en fait, il y avait visiblement des endroits où la vague était montée beaucoup plus haut. Et donc la question, c'était est-ce que le récif protège, ou au contraire amplifie, est-ce qu'il protège les gens sur la côte plus que dans des zones qui sont dégagées, ça amplifie le phénomène. Et donc, il y avait quelques simulations qui avaient été réalisées. Alors, c'est des solveurs très, très particuliers avec des maillages adaptatifs. On avait modélisé le récif de manière assez grossière comme un cône. Mais il faut faire, pour bien rendre compte du phénomène, en fait, il faut vraiment raffiner les maillages au voisinage de l'îlot et puis aussi sur la côte pour avoir des précisions de l'ordre du mètre, essentiellement sur l'état de la vague quand elle rencontre la côte. Donc là vous avez le large, la vague est générée donc selon cet axe-là, elle part d'ici. Là, vous avez l'îlot et là, vous avez la côte. Et donc la question, c'est de comparer la hauteur de vague derrière l'îlot par rapport à la hauteur de vague dans une zone qui est loin de l'îlot. Voilà, donc là, vous avez le film du déferlement d'une vague quand elle rencontre ici quand elle rencontre l'îlot et puis ce qui se passe juste après. Et puis vous voyez ici, effectivement, qu'il y a une espèce de... une zone rouge, c'est une zone... là, c'est la hauteur de vague qui est représentée par ces couleurs. Et les couleurs rouges se correspondent aux hauteurs élevées. Et vous voyez qu'ici, il y a effectivement beaucoup de rouge derrière l'îlot. Donc la question qui nous était posée ici, c'était de comprendre quelle était la configuration à la fois la bathymétrie, la géométrie de l'îlot, les caractéristiques de la vague, qui accentuaient ce phénomène. Et la question, c'était est-ce qu'on peut trouver les conditions les pires par rapport à ce phénomène d'amplification de la vague. Donc on peut voir ça comme un problème d'optimisation finalement de la sortie. Si la sortie du code, c'est finalement la résume. Alors, évidemment, on a un champ donc qui correspond à l'état final donc sur l'ensemble de la zone. Mais on résume finalement ce champ de valeur par simplement une grandeur qui est l'amplification de ce qu'on appelle le run-up. Donc je crois que dans quelques planches, je pourrais vous donner plus précisément la définition. On voulait relier ça aux paramètres du problème. Donc là, il y en avait, ce n'était pas un problème de très grande complexité, il y avait 5-6 paramètres. Voilà. Et quand on avait démarré le projet, chaque simulation prenait environ 8 heures. C'était avant de la passer sur des GPU. Mais même sur les GPU, ça durait quand même quelques minutes. Donc explorer un espace de dimension 6, lorsqu'à chaque fois qu'une évaluation, ça prend quand même quelques minutes, il faut quand même faire des choses pas trop naïves. Voilà, donc là vous avez de manière plus précise quel était l'espace d'entrée en quelque sorte, donc caractéristiques de la vague, longueur d'onde, la bathymétrie, donc la profondeur qui était supposée constante ici, les caractéristiques de l'îlot, à savoir ici on le modélise par un cône, donc il y avait l'angle qui est là, la distance à la côte, et puis il y avait l'angle que formait la côte avec le fond marin. Donc quelques paramètres, et puis le run-up en fait c'est donc le ratio entre le niveau maximal atteint par la vague sur la côte divisé par la hauteur de vague initiale. Et on faisait le ratio de ce run-up en une position qui était derrière l'îlot par rapport à une position loin de l'îlot. Donc c'est l'amplification du run-up qui était mesurée. La question, c'est l'amplification, elle est plus grande si le ratio est plus grand que 1.
Et la question, c'était jusqu'où on peut arriver. Donc, je vous montrerai les résultats si cette partie vous intéresse. On a montré qu'on peut arriver jusqu'à une amplification quasiment du double, en fait, de 1,7, je crois, dans le 1,7 ou 1,8 dans le cas le pire. Et en fait, c'est toujours plus grand que 1 aussi. Donc, ça veut dire que ça a toujours un effet d'amplification. Alors, un autre exemple, où là, c'est vraiment de la conception. Là, c'était plus du contrôle d'expérience numérique. L'autre exemple, c'est vraiment, on touche des questions d'architecture. Ici, c'est considérer des systèmes hydroliens offshore, donc qui utilisent l'énergie des vagues pour générer de l'énergie. Et la question posée, c'est comment les disposer de manière à maximiser le rendement du système complet. Donc là, il y a des effets de couplage pour des éléments voisins et il y a plusieurs choix d'architecture possibles. On peut les prendre tous alignés, on peut les prendre en quinconce, il y a plusieurs façons de les prendre en quinconce. La question, c'est comment on arbitre entre ces différents choix d'architecture, sachant que dans la réalité, c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'il faut tenir compte justement du fond marin, qui n'est pas forcément plat. Donc, il faut aussi tenir compte un peu de la géométrie particulière que peuvent avoir les lignes de niveau du fond marin. Ça fait des contraintes par rapport au choix d'architecture. Voilà, donc ça c'était l'autre problème. Alors comment on l'a modélisé? Là aussi, il y a un certain nombre de paramètres. Alors il y a toujours les caractéristiques de la vague, le fond marin, et puis la position relative des éléments. Donc c'est essentiellement leurs coordonnées, et puis comment ils sont finalement positionnés les uns par rapport aux autres. Donc il y a un certain nombre de paramètres. Et ce qu'on veut maximiser ici, c'est l'énergie produite. Alors c'est le gain d'énergie quand on regarde la production du groupe par rapport à un élément isolé. Donc c'est vraiment le facteur de gain qu'on appelle ici le facteur Q, qui doit être maximisé. Donc on a encore un problème d'optimisation finalement, qui est également un problème d'optimisation séquentielle, puisqu'on a une simulation derrière qui nous fait ce calcul, code numérique qui pour un choix d'architecture, peut nous rendre compte de la valeur du gain, du facteur Q. Mais là encore, ce sont des simulations qui sont très très coûteuses et donc peu d'évaluations sont possibles. Donc finalement, formellement, ces problèmes sont assez proches, si ce n'est que dans le deuxième, vous avez quand même un effet de la géométrie qui est beaucoup plus fort et donc la façon d'échantillonner cet espace, elle va tenir compte de cette géométrie particulière. Donc voilà. Là, c'est un peu les deux exemples sur lesquels on a pas mal travaillé. Et donc là, il y a des travaux auxquels vous pouvez vous référer pour avoir un peu le détail de ce qui a été fait. Alors, ce que je voulais faire dans l'exposé, ce n'est pas forcément de détailler ces exemples-là, sauf si vous êtes très intéressé, si on a le temps, et j'ai une planche pour le faire. Mais ce que je trouve intéressant, c'était peut-être de prendre un peu de recul et de voir quel genre de méthodologie on peut imaginer pour répondre à ce genre de questionnement. Et disons que dans mon équipe, on a beaucoup travaillé sur 3 méthodologies assez différentes. Il s'agit de bien comprendre un peu le cadre d'application et puis qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, est-ce que ça permet qu'est-ce qu'on peut en attendre aussi. Alors, en fait, les 3, c'est toutes les approches de type scoring dans l'esprit des méthodes d'apprentissage, c'est-à-dire qui reposent sur de l'optimisation pour calibrer des fonctions de score. Et ensuite, c'est des approches paramétriques avec des processus gaussiens. Donc là, c'est des choses relativement classiques, mais on a utilisé des idées qui venaient pas mal justement de l'apprentissage séquentiel. Et donc, même si on s'appuie sur le processus gaussien, il y a quand même des idées, je pense, relativement modernes. Et plus récemment, en fait, on développe des approches non paramétriques pour faire de l'optimisation globale. Donc, qu'est-ce que c'est que l'optimisation globale? C'est optimiser des fonctions qui n'ont pas de bonnes propriétés. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas convexes, on ne connaît pas forcément bien leur régularité, ou en tout cas, elles sont peu régulières, etc. D'accord ? Donc, et ça, c'est aussi un domaine qui se développe beaucoup dans le champ de l'optimisation. Et là, on a 2 stratégies. L'une qui fait quand même une hypothèse un peu de régularité, sa fonction lipschitzienne,
Je dirais que c'était un peu le galop d'essai. Et puis, on a une autre approche qui utilise vraiment à fond des techniques d'apprentissage, essentiellement pour estimer des ensembles de niveaux de la fonction. J'expliquerai un peu en détail ces deux approches. Donc ça, c'est les travaux les plus récents. Alors l'exposé est un peu conçu à tiroir, donc je pense que j'ai de quoi tenir 3-4 heures. Mais l'idée, c'est si vous avez des choses qui vous intéressent en particulier, n'hésitez pas à me le dire et je peux passer un peu plus de temps sur un de ces 3 sujets. Mais je ne pourrais certainement pas traiter les 3 plus les exemples. Donc voilà, si vous avez des envies très fortes, surtout n'hésitez pas à vous exprimer. Oui. L'objectif là, c'est bien d'essayer de trouver l'optimum sur le ratio de la vague, Oui, sauf pour celui-là. Je vais expliquer justement, parce qu'il y a quelque chose qui les différencie. On ne peut pas forcément utiliser l'un plutôt que l'autre. Vous avez ici, c'est les techniques de design of experiments, donc c'est le plan d'expérience classique. Généralement, il n'y a pas vraiment de supervision, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la sortie, on essaye essentiellement de remplir l'espace. Et là, vous avez plein de schémas optimaux en différents sens. Alors, des fois, ça utilise quand même la variabilité de la sortie, mais ça repose essentiellement sur la variabilité, il n'y a pas forcément de l'optimisation derrière. La deuxième approche, c'est plutôt une supervision du problème que j'appellerais faible, dans le sens où elle va être essentiellement binaire, c'est-à-dire j'ai une région dans laquelle je veux atterrir et le feedback que j'ai, c'est est-ce que je suis à l'intérieur ou à l'extérieur de cette région. Donc là aussi, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'optimisation, ou alors si optimisation il y a, c'est juste se dire je suis assez près du maximum, quoi, ou si on cherche le maximum. Et puis, il y a la troisième cas qui est de dire vraiment j'ai une valeur du run-up et je cherche à maximiser cette valeur. Mais in fine, les autres maximums ou optimums locaux qu'il pourrait y avoir ne sont pas forcément auscultés. Ils ne sont pas forcément. On cherche à atterrir sur le point optimal sans avoir un maillage ou une compréhension complète de l'ensemble. Voilà. On va le faire de manière adaptative. Alors dans le cas de tu pourrais dire il y a par exemple la région qui m'intéresse n'est pas connexe, donc ça peut être un certain nombre de composants connexes dans des zones différentes de l'espace. Donc je voudrais attraper ces différentes zones. Donc là, il n'y a pas vraiment de notion de localité, mais il y a une notion de dire j'ai un optimum, entre guillemets, j'ai des optima multiples qui m'intéressent. Et dans le cadre de l'optimisation, évidemment, on ne peut pas laisser passer des optima locaux intéressants, parce qu'on doit explorer en même temps ces fameux dilemmes exploration-exploitation, c'est des choses qu'on doit quelque part intégrer dans la stratégie pour ne pas rater justement des zones qui sont potentiellement d'intérêt. Donc voilà un peu la vision globale. C'est à peu près tout ce que je sais sur le sujet. C'est à travers ces choses-là, ces approches-là. Donc donc j'ai prévu de développer un peu chacun des points. Alors on peut le faire de différentes façons. Soit je survole l'ensemble et je passe un peu plus de temps. J'ai plus envie de vous parler de ça parce que c'est plus récent, mais après peut-être que... Alors ça c'est plus récent, mais c'est le moins pratique. Si vous voulez des choses pratiques, je peux vous parler de l'approche avec les processus gaussiens. Et sur scoring ranking, je pense que c'est des approches aussi qui sont encore un peu plus anciennes, mais qui sont pas du tout valorisées aujourd'hui, parce que les gens ne pensent pas à formuler le problème comme ça. Mais si vous le formulez comme ça, je pense que ça peut apporter des réponses à plein de questions. Et là, on a une théorie relativement complète, mais c'est peut-être moins illustré sur les exemples que je mentionnais. Là, les exemples que je mentionnais sur les vagues et sur les systèmes de production d'énergie, on a utilisé plutôt des approches de type processus gaussien. Mais on était dans un espace de relativement faible dimension, et c'était cette partie-là qui était la plus mûre au moment où on a touché à ces applications-là. Voilà, donc s'il n'y a pas de réaction, je vais suivre ce qui me paraissait être la partie qui était intéressante pour moi, mais n'hésitez pas à intervenir si vous voulez plus de détails. Donc on va juste un petit rappel. Alors là, j'ai juste une planche sur la partie plan d'expérience traditionnelle. Alors il y a plein de schémas pour échantillonner un espace. Alors vous avez des schémas aléatoires, des schémas déterministes.
vous avez des schémas un peu hybrides. Vous avez des notions de design optimaux relativement à certains critères. Ça tourne beaucoup autour de la matrice d'information de Fisher. Et vous avez des choix, je pense, très populaires et très utilisés, comme les hypercubes latins. Donc là, vous avez le genre de plan que vous obtiendrez si vous faisiez du Monte Carlo brut de décoffrage, donc un échantillonnage un peu aléatoire sur le plan, par exemple ici. Et puis les hypercubes latins, ils ne vont pas travailler à partir d'une grille, on va mettre un point par ligne et par colonne. Donc quelque part, il y a une contrainte, mais on choisit aléatoirement après, on remplit progressivement cette grille sur la base de cette règle-là. Voilà, donc là, si vous voulez, l'arbitrage qu'on doit faire de manière très pratique, c'est qu'on veut à la fois couvrir l'espace, on veut rien rater, et en même temps, on ne peut pas tout couvrir parce qu'il y a des zones qui ne sont pas intéressantes. Et dès lors qu'on a un objectif, on a envie de contraindre encore plus la façon de se balader sur le plan d'expérience. Et puis, il y a une autre problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait en grande dimension ? Parce que à grande dimension, je pense que tout le monde sait maintenant que ça ne se remplit pas, un espace de grande dimension. Et d'autant plus, quand on touche à ces problèmes-là, on a des espaces qui sont plutôt de nature fonctionnelle que euclidienne. On a de la structure, et donc il faut trouver les bonnes métriques, etc. Donc comme on échantillonne après dans ces espaces, c'est parfois un peu compliqué. C'est là aussi les approches de type algorithme génétique avec des principes de mutation, crossover, etc. peuvent être intéressants quand il y a de la structure, parce qu'on peut partir des prototypes connus et les perturber par ce genre d'opération. Après, il faut arriver à leur donner un sens. Il faut que ça garde un sens dans la représentation qu'on a, mais ça peut être une bonne façon d'échantillonner. Alors, justement, sur l'exemple des WEC, c'est ce qu'on avait fait. On avait combiné à la fois l'approche processus gaussien avec la génération à partir des mécanismes qui sous-tendent les approches par algorithme génétique. Alors voilà, ça c'était juste pour fixer un peu les idées. Là, il y a une littérature colossale sur le design d'expérience, et c'est pas ça qui est original. Alors maintenant, il y a le cas où on veut atterrir sur un espace. Je ne sais pas si je peux écrire là. Je vois pas de stylo, mais bon, c'est pas grave. Donc là, l'idée, pour faire du scoring, c'est qu'on voudrait, par exemple, ordonner des prototypes par niveau de pertinence par rapport à un critère. Donc, imaginons votre critère, c'est est-ce que vous répondez à un cahier des charges. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, je ne sais pas si vous travaillez sur certains systèmes, c'est vous pouvez prendre deux axes, par exemple, un axe qui est le poids du système et puis un autre axe qui est l'efficacité énergétique. Bon, vous avez deux critères comme ça, et vous voulez rester dans une certaine zone par rapport à ce qui est spécifié pour le système. Et du coup, sur chaque prototype, vous pouvez dire est-ce qu'il répond ou pas à ce double critère, à la contrainte qu'on a vis-à-vis de ce double critère. Donc là, vous avez finalement une mesure de la qualité qui finalement est binaire, c'est-à-dire que vous répondez ou vous ne répondez pas. Donc c'est comme si on avait des données de classification. Simplement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement de classer des objets, est-ce qu'ils sont dedans ou pas, on voudrait savoir quel est le meilleur. Donc ça veut dire qu'on voudrait inférer un ordre sur l'espace des architectures, l'espace où on fait le design, par rapport à un critère binaire. Bon. Donc ça, c'est le problème du scoring. C'est ce qu'on fait quand on va à la banque et qu'on demande un prêt. Le banquier, c'est ce qu'il doit faire. Il sait bien qu'il y a plein de gens qui sont susceptibles de rembourser le prêt, mais il veut savoir quels sont les meilleurs. Pourtant, souvent, il n'y a pas de réponse graduée, c'est simplement une réponse binaire sur l'historique. En tout cas, on sait les gens qui ont payé, ceux qui ont été capables de payer. Donc, voilà, donc cette problématique de scoring, elle est bien connue dans certains domaines. J'ai parlé du risque de crédit. Dans le diagnostic médical aussi, c'est des problématiques qui sont bien connues. Je pense que c'est un sujet qui s'applique quasiment à tout, puisqu'on a souvent des problématiques d'ordonner, de prioriser des choix. Et souvent, on a une information qui est pas très fine. Voilà. Donc, on a beaucoup travaillé sur le développement de ces stratégies, alors indépendamment des problématiques de design. Donc là, vous avez cette idée, on mesure la performance, vous avez un double critère.
Vous avez des points, des zones acceptables, des zones non acceptables. Donc chaque réalisation donne lieu à une réponse binaire, donc 0 ou 1. Voilà. Donc c'est un problème avec des données de classification, mais le problème qu'on veut résoudre, c'est un problème de scoring. Alors, je peux dire peut-être 2 mots de ça. Voilà, donc quand on fait du scoring, le critère d'évaluation de la performance, c'est la courbe ROC, donc le taux de bonne détection contre le taux de mauvaise détection. Et chaque règle de score, elle donne lieu à une courbe comme ça. Et quand on met un seuil, qui est le seuil d'acceptation, par exemple, d'une architecture, d'un design, eh bien, ça nous donne le taux correspondant, c'est-à-dire sur l'historique, combien de bonnes détections on a par rapport à l'étiquette 0 ou 1, et combien on a de fausses détections, de fausses bonnes détections, des fausses alarmes. Je ne sais pas ce qui se passe sur mon micro. Ouais, merci. Oui. Du coup, le volume est réglé différemment aussi. Voilà, donc on veut quelque part chercher la règle de score qui est la plus discriminante, c'est celle qui va donner le graphique, qui est la courbe qui est le plus haut dans ce graphique. Le point idéal, évidemment, la courbe idéale, c'est d'avoir un angle droit ici, c'est-à-dire tant qu'on a un seuil élevé, évidemment, on screen peu d'individus, hein, mais si on a 0 fausses alarmes, on se balade le long de l'axe des Y. Et puis, quand on a tout le monde ici, on va commencer à avoir des fausses alarmes. Si on baisse le seuil, on va commencer à récupérer des mauvais individus. Et donc, on va commencer à remplir ici aussi le taux de fausses alarmes. Et quand on a un seuil très bas, on a toute la population. On a 100% des bons et 100% des mauvais. Mais une fois que vous avez la courbe, vous pouvez choisir justement quel est le seuil qui répond à vos objectifs. Alors évidemment, la courbe angle droit, ça n'existe pas, hein, sauf si on a vraiment des populations étrangères, c'est-à-dire les supports des positifs et des négatifs sont vraiment disjoints, mais généralement, vous avez un peu d'overlap, ce qui fait que vous avez des courbes comme ça. Bon. Et si on regarde l'ordre sur les scores, évidemment, ce n'est pas un ordre total, parce que les courbes peuvent se couper. Hein, donc, il y a des zones où il y en a une qui peut être meilleure qu'une autre, mais ce n'est pas évident d'avoir une règle de score qui soit bonne partout. Voilà, donc... je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais juste vous donner peut-être quelques éléments. Voilà, donc ça résume l'idée de l'overlap. Hein, si on regarde par rapport à l'espace d'entrée, ici en supposant qu'il est de dimension 1, donc plus vous avez d'overlap et plus vous avez une courbe qui se rapproche de la première bisectrice. La règle de score qui est sur la première bisectrice, c'est une règle de score qui n'arrive pas du tout à séparer les positifs et les négatifs. Voilà, donc l'approche traditionnelle pour le scoring, je vais essayer de retrouver ça, excusez-moi, je ne voudrais pas vous assommer avec toute la présentation. Voilà, c'est ça. Donc, ce que tout ingénieur sait, c'est qu'on peut répondre à ce problème par un modèle paramétrique qui est celui de la régression logistique. Hein, donc, ça veut dire que ici, si on note, alors la fonction à estimer, merci beaucoup, la fonction à estimer, la fonction qui permet d'ordonner les entrées, c'est la fonction état de x qui vous donne la probabilité d'être 1, sachant que vous êtes en position x. D'accord ? Donc si vous avez accès à cette fonction, vous pouvez ordonner les x, puisque vous allez les ordonner de celui qui a la probabilité la plus faible d'être positif à celui qui a la probabilité la plus forte d'être positif. C'est une fonction qui dépend de x à valeur dans 0, 1. Donc ça vous donne un score en quelque sorte. Donc c'est cette fonction-là qui est inconnue et qu'on souhaite estimer. Et ce qu'on observe, c'est simplement des réalisations. Donc à partir de... Donc la problématique, c'est estimer état à partir de réalisations qui sont x1, y1, xn, yn. Et on peut supposer que les xi sont des vecteurs aléatoires sur Rd et les yi sont juste des étiquettes binaires 0 ou 1. Ok, donc l'approche la plus simple, c'est de dire, prenons un modèle linéaire. Sauf qu'on ne va pas prendre un modèle linéaire sur une quantité qui est bornée, donc on applique une transformation
état pour qu'elle ait des valeurs réelles. Et là, on peut dire que ça suit un modèle linéaire. Donc prenez la transformation logistique, donc log de état sur 1 moins état, ça c'est la valeur dans R, et on peut dire que ça suit un modèle linéaire. Donc, ça revient à chercher dans quelle direction, en fait, on va faire varier cette quantité, cette probabilité, avec des ensembles de niveaux qui vont être juste des hyperplans. Voilà, donc ça c'est équivalent à, si on retraduit, qu'est-ce que ça veut dire sur état? Ça veut dire qu'on a quelque chose qui est en exponentielle de θ transposé x sur 1 plus exponentielle transposée θ de x. Et il y a une façon classique d'estimer le θ par maximum de vraisemblance conditionnelle avec des algorithmes. Alors évidemment, ce n'est pas convexe, donc on fait des méthodes numériques pour arriver à quand même estimer quelque chose. Et après, on peut utiliser, donc une fois qu'on a estimé le θ à partir des observations, on peut le plugger là-dedans. Donc on va avoir un θ chapeau qui dépend des données. Et on peut se servir de cette fonction état indice θ chapeau pour ordonner les x. Donc le état de θ chapeau nous permet d'inférer un ordre sur l'espace des x, et les x sont de grandes dimensions potentiellement, enfin en tout cas plusieurs dimensions. Donc ça c'est l'approche classique. Alors, sur quoi ça repose l'approche paramétrique classique? C'est de dire on a une foi infinie dans notre modèle. On suppose que la fonction état, c'est-à-dire le mécanisme qui génère les données, il est bien lié à ce genre de représentation. Et là aussi, si vous avez fait un peu de statistiques théoriques, vous savez que si le modèle est faux, c'est la catastrophe. Alors, l'approche qui est plus du côté machine learning consiste à dire, plutôt que d'essayer de modéliser le mécanisme qui génère les données, est-ce qu'on ne peut pas revenir au critère final qui nous intéresse? En l'occurrence, ici, c'est maximiser la courbe ROC, enfin la position de la courbe ROC dans le graphique avec les deux niveaux de probabilité. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un critère qui nous ramène à ce qu'on veut optimiser réellement, et du coup essayer vraiment de rechercher des fonctions qui sont pas forcément, qui reposent pas forcément sur des modèles linéaires, qui peuvent être plus riches que ça, mais qui vont nous garantir qu'on a une bonne capacité à classer correctement. Et après, avec des procédures de validation croisées, on peut s'assurer que voilà, il n'y a pas de surapprentissage, etc. Mais l'idée, c'est finalement d'avoir un objectif qui est un peu moins ambitieux que de dire je reconstitue la loi de probabilité qui génère mon échantillon. Je me focalise sur vraiment mon objectif de décision qui est je dois optimiser un critère et voilà, c'est ça mon critère, c'est pas le maximum de vraisemblance. Je m'en fous du maximum de vraisemblance. Voilà, donc c'est un peu le programme de recherche qu'on a fait. Donc là, c'est des travaux en collaboration avec Stéphane Clémençon, avec Marine de Pecker qui est dans la salle aussi, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, qui connaît bien le sujet, donc elle est au CEA List aujourd'hui. Voilà, il y a de l'expertise, je dirais, dans le secteur sur ces questions-là. Et on a pu adapter des algorithmes de type forêt aléatoire pour répondre à ce problème d'optimisation. Alors, qu'est-ce qu'on optimise vraiment? En fait, on optimise l'air sous la courbe. Alors, on peut optimiser l'air sous la courbe complète, tout ça. Mais on peut aussi s'intéresser à des versions localisées de l'air sous la courbe. Alors, celle-ci n'est pas consistante. Il faut regarder plutôt des aires comme ça. Mais ça se ramène essentiellement à optimiser des taux de paires concordantes en termes de stats. C'est des U statistiques, c'est des objets qui ne sont pas forcément aussi faciles à manipuler que des moyennes. Mais in fine, c'est presque comme un problème de classification, sauf qu'on est dans un espace plus grand qui est l'espace produit de l'espace d'entrée par lui-même, quoi, en gros. Donc là, il y a des algorithmes efficaces pour répondre à ces questions et on peut adapter le principe des arbres de décision, même des principes d'agrégation d'arbres de décision pour la problématique du scoring. Donc ça, c'est des choses qui ont été faites. Il y a un programme de recherche sur 10 ans, mais je pense que ça, c'est bien mûr. Donc, voilà. Par contre, ça n'a pas été beaucoup utilisé. Et je pense que ça peut répondre à certaines problématiques d'aide à la conception pour faire du screening d'architecture. Voilà, donc c'est aussi une invitation pour les gens qui s'intéressent éventuellement à collaborer autour de ces questions. Voilà pour le premier thème. Alors, le deuxième thème, je reviens sur la présentation principale. Alors, le deuxième thème, donc là, on est plus du côté de l'optimisation séquentielle globale, c'est l'approche par processus gaussien. Alors, je vais vous donner l'idée.
de ce qu'on a fait sur le processus gaussien. Alors ça, c'est la motivation. On va venir à la formalisation. Donc, comment on formalise ce problème d'optimisation séquentielle ici? Donc, on a un espace d'entrée. Alors ici, on le suppose pas forcément structuré. C'est un espace euclidien. On suppose qu'il est borné et convexe. Il est dans RD. C'est un sous-ensemble de RD. Et on a une fonction objective qui est inconnue, f à valeur réelle, et dont l'évaluation est coûteuse. C'est-à-dire chaque f de x, voilà, ça a un prix, quoi. C'est pas gratuit. Et on veut éventuellement bruiter. Il peut y avoir un bruit. Alors, si vous faites de la simulation numérique, vous pouvez me dire, mais il n'y a pas de bruit. Ben, en fait, si, il y a un bruit quelque part. Le bruit, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on ne maîtrise pas. Et bon, il peut y avoir des problématiques liées au choix d'implémentation, voire même aux architectures de calcul sous-jacentes, les problématiques de flottant, etc. Donc, il peut y avoir du bruit quand même dans la façon d'évaluer la fonction, même si on pense être dans un cadre déterministe. Et le mode opératoire avec lequel on a travaillé, c'est de dire, voilà, supposons qu'on a K, on peut s'appuyer sur K processeurs en parallèle. On va en utiliser en gros K et on va effectuer, voilà, donc en fait on va effectuer plusieurs batchs. Donc chaque itération, il y a un batch de K calcul qui va être lancé donc sur K processeurs. Et on va utiliser essentiellement K-1 processeur pour faire de l'exploration, c'est-à-dire pour aller taper dans des zones où on n'a pas beaucoup d'informations. Et il y a un des processeurs qui va vraiment essayer de tirer parti du meilleur point qu'on avait jusqu'à présent. D'accord ? Donc c'est séquentiel, mais à chaque fois, il y a plusieurs calculs qui sont réalisés en parallèle. Donc en gros, on a démarré sur l'exemple des tsunamis là, avec 10 points d'évaluation. L'idée, c'est de partir au départ avec un hypercube latin qui nous dit quel est le plan d'expérience sur lequel on va naviguer. Mais on n'évalue pas tous les points de ce plan d'expérience. On va l'explorer de manière adaptative. On va d'abord se fixer les 10 premiers points. On fait une série, donc on a les évaluations de la fonction pour ces 10 points. Et à partir de ce feedback, on va choisir les 10 points suivants. Okay, et ainsi de suite. Donc là, vous avez par exemple un 4 points initiaux. Là, on est sur des fonctions en dimension 1 pour illustrer simplement. Donc là, vous avez 4 points initiaux qui sont connus. Et la question, c'est comment on choisit le cinquième. Donc la stratégie, je vous l'ai dit, elle est simple. L'idée, c'est de dire, on va aller taper dans la zone près de là où on a le maximum sur l'historique. Et puis, on a envie de taper dans des zones où il y a beaucoup d'incertitudes. Donc là, il y a un grand blanc. Donc on a envie de rajouter des points ici, éventuellement ici aussi. Sachant que le domaine est borné. Donc voilà, donc si on a plusieurs points, on a envie de choisir, si on a 3 processeurs, on a envie de choisir ces 3 points-là. Des points qui sont dans ces voisinages-là. Alors, il y a une approche par processus gaussien, ça veut dire qu'on génère des fonctions aléatoires, mais selon une certaine loi qui est bien déterminée. Donc ça veut dire que chaque vecteur f de x1, f de xn suit une loi gaussienne multivariée de dimension n, et on spécifie la fonction de covariance donc entre 2 points, ainsi que la fonction moyenne, la fonction espérance m de x. Donc ça dépend de ces 2 fonctions. L'idée, c'est qu'il y a derrière ces choix, en fait, il y a des hypothèses de régularité. Le choix du noyau va essentiellement permettre de moduler la régularité supposée de la fonction. Et il y a plusieurs choix classiques. Il y a des choix de fonctions polynomiales, des fonctions bases radiales, des noyaux de Materne aussi, qui reposent sur les fonctions de Bessel. Et bon, là, les détails techniques ne sont pas très importants, mais là, vous avez un peu une visualisation des réalisations de processus gaussiens avec ces différents noyaux. Donc les noyaux de Materne, c'est ce que vous avez en rouge, par exemple. Ça permet de rendre compte quand même de fonctions très irrégulières. Donc ce n'est pas parce qu'on fait du processus gaussien que c'est un monde très lisse, etc. On peut quand même générer des objets assez complexes avec ces outils-là. Voilà. Après, vous avez des processus d'estimation, c'est-à-dire vous avez un certain nombre de points, vous pouvez inférer les paramètres donc, de la gaussienne.
Donc à partir de ces points-là, donc ça vous avez de la littérature aussi sur les procédures d'inférence bayésienne pour calibrer les paramètres du processus. Et c'est là où interviennent un peu la petite touche qu'on a rajoutée pour répondre à cette problématique d'optimisation séquentielle. L'idée, c'est de construire des enveloppes à partir des points pour lesquels on connaît déjà la fonction. On construit des espèces d'enveloppes. Donc là, vous avez la borne supérieure ft+, donc ça c'est à l'itération t, hein, ça repose sur les t observations dont on dispose à cet instant. Et vous avez une borne inférieure qui est donnée par cette quantité-là. Donc là, vous avez la fonction espérance, hein, du processus. Et puis, vous avez un terme supplémentaire qui est proportionnel à la racine carrée de l'écart-type de la fonction donc de variance, en gros c'est le kt de xx en x, évalué en x. Et vous avez ici le terme correctif. Ici, il y a comme une constante, mais elle dépend d'un paramètre delta qui vous donne le niveau de confiance. Donc vous avez vraiment une bande de confiance pour les valeurs supposées de la fonction inconnue. Donc avec une probabilité au moins 1 moins delta, vous pouvez dire que votre fonction en tout x, elle est comprise entre ces deux bornes-là. Et le bêta, il est en log de t sur delta. Alors, comment fonctionne après la stratégie? Donc, vous avez 4 points. Ici, on suppose qu'il y a du bruit. Hein, donc, c'est pour ça qu'ici, on n'est pas juste collé sur le point, hein, pour la borne supérieure et la borne inférieure. Donc, vous avez ici ce tube de confiance. Évidemment, vous avez un intervalle qui est plus resserré près des points où on a déjà de l'information. Et puis, au fur et à mesure que vous en éloignez, ben là, il y a plus d'incertitude. Donc, comment fonctionne la stratégie? L'idée, c'est de prendre l'ensemble de niveaux qui correspond au maximum de la borne inférieure. Donc vous savez qu'une probabilité au moins 1 moins delta, que votre maximum, il va être dans la zone qui est captée par cet ensemble de niveaux. Ça ne peut pas être en dessous. Hein. Donc, vous prenez cet ensemble de niveaux, vous obtenez la région en vert, et donc ça vous dit que ça n'a aucun sens d'aller regarder en dehors de cette région en vert. Donc après, on peut prendre le maximum de la borne supérieure comme étant le point où on fait vraiment de l'exploitation, on essaie de tirer meilleure partie du point qu'on connaît déjà, et après aller chercher des zones où ici la largeur de la bande est maximale pour faire de l'exploration. Donc là, on espère gagner de l'information sur la fonction, s'assurer qu'il n'y a pas quelque part un optimum local qu'on aurait raté, par exemple. Voilà, donc là, on a des garanties théoriques. Bon, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des garanties théoriques, des résultats numériques qui sont effectivement très, très prometteurs, qui marchent très, très bien, hein, sur pas mal de problèmes. Et là, vous avez un exemple de résultat sur du regret. Donc, c'est la différence. Alors, c'est du regret cumulé. On regarde la différence entre la valeur optimale de la fonction et le maximum de la fonction sur les points qu'on a déjà évalués. Et on peut mettre en évidence des vitesses qui vont dépendre de t, le nombre de batchs, et k, la taille des batchs, et avec une constante ici qui dépend du noyau. Hein. Donc évidemment, plus vous demandez au noyau en termes de non-régularité, vous allez le payer quand même dans la constante, évidemment. Voilà, donc là, les calculs sont faits, il y a des résultats, etc. Donc tout ça, c'est, je pense, bien balisé. On a évalué ça sur plusieurs exemples, donc à la fois des données synthétiques qui permettent vraiment de stress-tester l'approche sur des problèmes un peu difficiles. La difficulté quand on évalue sur des problèmes réels, c'est qu'on ne connaît pas le vrai optimum, donc on n'a pas vraiment de point de comparaison, hein, si ce n'est de se comparer à d'autres méthodes, mais ce qu'on a fait également. Mais vous voyez que sur les problèmes synthétiques, vous pouvez mettre en évidence plusieurs effets. Par exemple, le fait que vous avez des optima locaux, mais dont les valeurs sont très proches de l'optimum global. Donc ça, c'est des choses qui peuvent piéger des algorithmes, par exemple, qui ne vont pas avoir une grande capacité d'explorer. Et il y a un autre effet qui est d'avoir le maximum dans une zone très, très piquée. Donc là aussi, vous pouvez facilement le rater. Donc voilà, donc avec des exemples comme ça permet vraiment de pousser à bout un peu les différentes stratégies.
Et puis on a utilisé plusieurs datasets, donc des datasets qu'on connaissait bien et qu'on maîtrisait, qui étaient le problème nouveau qu'on avait regardé dans les simulations des vagues, et puis d'autres jeux de données qui sont pas mal utilisés pour évaluer ces techniques. Voilà, donc on s'est comparé un certain nombre d'approches concurrentes et bon, c'était assez intéressant de voir un peu le comportement des différentes méthodes, de voir notamment dans des problématiques comme celle-là, ça c'est des séries très chaotiques, je crois que c'est des signaux physiologiques si je ne me trompe pas, et qui sont très chaotiques. Et donc du coup, là il y a beaucoup d'optimales locaux et on voit que comment les méthodes en fait peuvent se retrouver bloquées sur des paliers, hein, et puis jusqu'à ce qu'elles arrivent finalement à en sortir, mais on voit qu'il y a ces plateaux. Donc là, par exemple, sur cet exemple en particulier, la méthode qui était proposée dans notre article, c'est la méthode en rouge. Elle convergeait plutôt plus lentement que la méthode bleue. Ça, c'est une méthode qui repose pas mal sur de la modélisation bayésienne et pour laquelle il n'y a pas, par contre, de résultats théoriques similaires à ce que j'avais donné. Hein. Donc, bon, après, sur d'autres problèmes, l'effet est un peu inversé, mais le problème des tsunamis, visiblement, n'est pas très difficile. C'est-à-dire qu'il y a certainement une forme à peu près concave, en fait, pour la fonction inconnue. Bon, voilà, donc ça illustre un peu l'approche par processus gaussien. Et on va, donc là, je vais donner un peu le cadre général qu'on s'est fixé pour aborder ces questions d'optimisation globale en mode séquentiel. Donc, ce qu'on cherche, c'est le maximum d'une fonction déterministe. Dans la présentation ici, je ne vais pas parler du bruit. C'est quelque chose qu'on n'a pas traité, mais qu'il est possible de traiter. Simplement, c'est un peu plus technique. Donc, on ne l'a pas encore fait, mais on pense que c'est faisable. Donc l'algorithme fonctionne de manière séquentielle et chaque nouveau point repose sur la connaissance de n points passés et de l'évaluation de la fonction Cn points. Alors, on suppose que le domaine est borné, convexe, que la fonction est continue, c'est la régularité minimale qu'on suppose à ce stade. Bon, je vais quand même apporter un peu plus on va avoir des hypothèses un tout petit peu plus fortes par la suite. Et on suppose qu'il y a un maximum unique ici sur ce domaine. Alors, on va noter fmax, la valeur maximum de f. Et donc, quand je vais noter x1, xn, c'est bien une suite qui correspond à ce que va donner un algorithme. Donc, ça repose, en fait, chaque xi, c'est un xi qui dépend de l'algorithme choisi. Ce n'est pas un échantillonnage quelconque. Et chaque xn plus 1, en fait, dépend de la fonction f, puisqu'on a évalué auparavant sur les n points antérieurs. Alors, il y a une première question qui est de dire, voilà, si on fait une exploration complètement aléatoire, un pure random search, quelles sont ses propriétés? On a vu que c'est important aussi de remplir l'espace et la question se pose de savoir si on a une stratégie contrainte en quelque sorte, est-ce qu'on fait mieux qu'une exploration purement aléatoire? Alors, donc vous avez cette notion de consistance qui apparaît, donc on va dire que une stratégie, donc une suite de xi définie par un algorithme est consistante si ça converge en probabilité vers... donc si la différence entre la valeur maximale de la fonction et le maximum sur des évaluations sur l'historique converge bien vers 0 en probabilité. Donc l'aléa ici vient de l'algorithme, puisqu'il n'y a pas d'aléa sur les réalisations de la fonction. Donc l'algorithme est consistant si et seulement si, pour toute fonction f, vous avez un effet de remplissage de l'espace. Donc ça veut dire que là, vous êtes en train de regarder la distance maximale donc sur l'ensemble des points du domaine, entre ce point et son plus proche voisin parmi les points de l'historique. Donc si ça tend vers 0 en probabilité, vous avez équivalence avec la consistance de l'algorithme pour ces xi. Donc, dans le cas d'un échantillonnage uniforme, donc là, je dirais, il n'y a pas vraiment d'algorithme, c'est du Monte-Carlo pur en quelque sorte, eh bien, on peut garantir avec une probabilité au moins delta que cette quantité ici, elle est bornée par un terme qui est en log n sur n puissance 1 sur d. Donc évidemment, on voit bien qu'on paye le prix de la dimension, ça, il n'y a pas de problème, mais en même temps, ça montre la consistance pour cette approche d'exploration aléatoire.
Alors maintenant, donc là, vous avez un peu l'argumentaire pour la convergence, hein, pour la convergence de l'exploration purement aléatoire. Et on a aussi des bornes inférieures sous réserve on ajoute certaines hypothèses de régularité au voisinage du maximum. Donc si vous avez une espèce de condition eulérienne au voisinage du maximum, notamment la borne inférieure ici, donc là vous avez différents cas selon que le coefficient kappa, enfin l'exposant kappa est plus grand ou plus petit que 1. Donc là le cas plus petit que 1, ça peut donner lieu à des maximums très piqués. Là, vous avez le cas où kappa égale 1, et puis le cas où kappa est plus grand que 1, là, c'est relativement lisse. Donc là, vous avez du coup les vitesses qui sont quelque part gouvernées par la valeur du ratio kappa sur d, d la dimension. Puisque vous avez des termes qui sont 1 sur n puissance kappa sur d. Donc là, c'est l'analyse de la recherche purement aléatoire. Et le fait que vous payez le prix de la dimension, on peut le voir d'une autre façon. Bon, c'est assez classique. Mais si on veut atteindre une précision de epsilon sur l'estimation du maximum, en disant combien de points il faut pour atteindre cette précision de epsilon, eh bien, on peut regarder en espérant ce que donne ce nombre d'itérations, enfin le nombre de points qu'il faut. Il est en 1 sur epsilon puissance d, en espérance. Donc ça, c'est pour un exemple ici d'une fonction lipschitzienne. C'est la fonction 1 moins la norme 2 de x, hein, donc c'est une espèce de bol, quoi. Et donc là, vous voyez que là on affiche 1 moins epsilon, donc les petites valeurs de epsilon sont plutôt de ce côté-là. Donc si vous voulez atteindre une précision fixée, là vous avez le profil qui correspond à la dimension 1, et puis au fur et à mesure que vous allez vers la gauche, vous avez la dimension qui augmente. Donc vous voyez qu'en dimension 5, déjà, pour atteindre une précision de epsilon, voilà, il faut un très grand nombre d'évaluations. Alors, qu'est-ce qu'on propose pour aborder cette question comme alternative à l'exploration purement aléatoire? C'est l'idée de s'appuyer sur les concepts de l'apprentissage actif, à savoir, on va supposer qu'on a une collection de modèles, c'est-à-dire d'approximation de la fonction inconnue, et on va procéder à cette recherche de points d'évaluation en maintenant une population de ces fonctions qui sont compatibles avec l'échantillon généré. Okay, et on va s'appuyer sur les modèles pour sélectionner les prochains points. Donc là, vous avez un schéma qui est extrêmement générique, qu'on peut adapter de plein de façons. On l'a adapté de deux façons, nous, selon ce que j'avais dit, c'est selon des hypothèses de régularité sur la fonction de type Lipschitz, ou alors sur des hypothèses de régularité sur les ensembles de niveaux de la fonction inconnue. Mais en gros, l'idée, c'est que on va noter f ronde indice t, la population de fonctions qui sont compatibles avec l'échantillon. Donc vous avez f ronde qui est une classe de fonctions candidate pour estimer f. N, c'est le nombre... alors attendez, ici, il n'y a pas de n en fait, c'est du t... Non. C'est le nombre total d'itérations. Donc t va se balader entre 1 et n. X ronde, c'est le domaine, et f, c'est la fonction inconnue pour laquelle on suppose qu'elle est dans le modèle f ronde. Et donc, quand on initialise, on tire un premier point de manière aléatoire, on évalue la fonction, et on va conserver parmi les fonctions qui sont dans f ronde celles pour lesquelles on va avoir une fonction g qui, en ce point, prend la même valeur que la fonction f. On va itérer ce principe. Alors, en réalité, ici, plutôt que d'échantillonner de manière uniforme, on pourrait procéder à un échantillonnage conditionnel sur un domaine qui est plus limité, puisqu'on s'intéresse à l'optimisation de la fonction. On pourrait s'arrêter sur un ensemble de niveaux qui est proche des valeurs maximales qu'on a enregistrées jusqu'à l'étape t. Donc, dès lors qu'on peut trouver un g tel que g de xt plus 1 soit supérieur au maximum des évaluations de f sur les t points précédents, eh bien, on va évaluer la fonction f sur ce point et on va réduire un peu plus la population de fonctions actives, c'est-à-dire qui restent compatibles avec les échantillons qu'on a
collectées jusqu'à présent, et on renvoie in fine, évidemment, la valeur maximale de la fonction. Donc vous voyez que le principe est relativement simple. Maintenant, il faut bien expliciter ces conditions, hein, les règles de décision qui correspondent à la condition qui est ici. Alors, je crois que j'ai encore un peu de temps, tout en laissant un peu de place aux questions. Donc, dans le cas Lipschitz, bon, tout le monde sait ce que c'est qu'une fonction lipschitzienne. Voilà la modification de l'algorithme ici. Ici, vous avez une illustration. Donc là, imaginons que ce soit la fonction inconnue. Vous avez des points d'évaluation. Donc, si vous assurez que vous gardez des fonctions lipschitziennes, alors on suppose ici que la constante de Lipschitz est connue, vous allez rester dans une espèce d'enveloppe qui est donnée par la courbe qui domine ici la fonction inconnue. Et on va utiliser justement les ensembles de niveaux en certaines évaluations par rapport à cette enveloppe pour sélectionner les points suivants. Donc ici, la modification, elle est essentiellement sur cette ligne-là. Donc en utilisant la propriété Lipschitz, en fait, il faut trouver un point tel que le minimum de f de xi plus k fois, qui est la constante de Lipschitz, de xt plus 1 moins xi, quand on prend le minimum sur tous les i, est supérieur à la valeur maximale de f de xi sur les t points précédents. Et du coup, si on arrive à trouver un tel point, eh bien, ça devient un candidat pour le maximum de la fonction. Et donc, ça permet d'itérer comme ça. C'est vraiment une modification assez simple du principe générique précédent. Alors, on a des garanties pour cette stratégie, qui vous donne des vitesses en 1 sur n puissance 1 sur d. Vous allez me dire, mais c'est pareil que la recherche aléatoire. Certes, mais il y a un ensemble de fonctions un peu restreint pour lequel on peut avoir des vitesses plus rapides. Cet ensemble de fonctions plus restreintes sont celles qui satisfont ces conditions eulériennes sur l'évaluation, donc sur la différence au voisinage du maximum, donc la différence entre f de x étoile et un point voisin, f en un point voisin. Si ça c'est supérieur ou égal à la différence en norme 2 de x moins x étoile puissance kappa, eh bien, on peut aller plus loin dans les vitesses. Et là, vous avez des résultats techniques, mais qui vous donnent des bornes supérieures qui peuvent même être exponentielles dans le cas kappa égale 1. Évidemment, si on a des constantes de Lipschitz plus grandes que 1, on a des vitesses qui sont à peu près similaires à ce qu'on aurait avec de l'exploration aléatoire. Donc ça laisse quand même de l'espoir pour faire mieux que du Monte-Carlo avec ces stratégies. On a pu le confirmer sur un certain nombre d'expériences numériques. À noter aussi qu'il y a une version adaptative de cet algorithme, c'est celui-là qui a été utilisé dans les applications sur des données réelles, parce que bien évidemment, la constante de Lipschitz, personne ne la connaît. Donc il faut se donner un moyen de l'estimer. Et on a une stratégie assez simple pour estimer la fonction, c'est-à-dire qu'à chaque itération, en fait, on va décider par un tirage aléatoire avec une Bernoulli, est-ce qu'on choisit un point au hasard pour mieux estimer notre constante de Lipschitz, ou bien est-ce qu'on choisit un point selon la stratégie précédente avec la constante de Lipschitz qui a été estimée jusqu'alors pour sélectionner un point qui est potentiellement un candidat pour le maximum. Donc après, il faut doser un peu le paramètre P de la Bernoulli qui vous dit que, voilà, qu'est-ce qu'on fait à chaque étape, mais cette stratégie a de bonnes propriétés puisqu'on peut démontrer à peu près les mêmes vitesses que celles qu'on avait précédemment, juste avec des constantes qui ne sont pas aussi bonnes, mais ça c'est normal. Voilà, et dans les évaluations, alors sur l'exemple que je donnais tout à l'heure, qui est un exemple un peu idéal, si on regarde ici, on compare, donc ça c'est notre algorithme adaptatif à de l'exploration aléatoire. Vous avez des courbes qui rendent compte du regret, c'est-à-dire la différence entre la valeur maximale et la valeur à partir des points dont vous disposez à l'étape T. Et vous regardez ça en fonction du nombre d'itérations. Les échelles, évidemment, vous ne voyez pas, mais vous pouvez me croire sur parole qu'elles sont ajustées au même niveau. Et donc, on voit bien que toutes ces courbes, elles sont bien en dessous pour l'algorithme adaptatif qui tient compte de la propriété Lipschitz par rapport à un algorithme qui fait juste de l'exploration aléatoire. Donc, en pratique, on fait quand même mieux. En tout cas, pour cette fonction c'est un cas favorable, la constante de Lipschitz vaut 1. Alors, juste pour terminer, je vais expliquer rapidement, parce que ça, je trouve ça vraiment intéressant, la partie qui repose sur
sur du ranking. Donc là, on a vu ce qu'on pouvait faire dans le cas Lipschitz, même quand on ne connaît pas la constante de Lipschitz. Là, la question maintenant, c'est est-ce qu'on peut aborder des problèmes où il y a des fonctions qui sont encore moins régulières, enfin qui sont peu régulières en réalité. Et le point de départ, l'intuition, en fait, c'est de se dire que si on cherche à optimiser une fonction comme ça, eh bien, en fait, les valeurs de la fonction n'ont pas beaucoup d'importance. Tout ce qui importe, c'est comment les ensembles de niveaux sont emboîtés les uns dans les autres. Mais les valeurs propres de la fonction et la régularité de la fonction, finalement, ne devraient pas avoir d'influence sur la recherche du maximum. Alors évidemment, quand on fait des méthodes de gradient ou des choses qui utilisent à fond cette régularité, on est un peu pris en otage par les propriétés qu'on attribue à cette fonction inconnue. Mais si on raisonne sur cette idée d'estimer des ensembles de niveaux, bien en fait, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous d'un ensemble de niveaux donné. Et donc là, on se ramène vraiment à des problématiques proches du scoring, en fait, ou de la classification. Donc l'idée, c'est de dire qu'il y a une espèce de classe d'équivalence de fonctions pour lesquelles la stratégie elle doit marcher de la même façon, que la fonction soit régulière ou pas. Donc on définit en fait notre façon d'aborder le problème d'optimisation, c'est de construire à chaque fois des règles qu'on appelle des règles de ranking qui vont nous dire simplement, qui vont répondre de manière binaire ou ternaire ici, si on donne s'il y a une masse si on autorise, je dirais, des zones où la fonction peut, enfin des zones de mesure non nulle où la fonction est constante. S'il y a des zones où la fonction est constante par morceau, on peut donner des valeurs nulles à cette règle de ranking, mais sinon ça va être des valeurs plus 1, moins 1, selon que quand on compare deux points, f de x est au-dessus de f de x' ou l'inverse. Voilà, donc en fait l'ensemble de niveaux, vous voyez sur cette règle de ranking ici, pour ces deux fonctions, c'est exactement le même quand on représente ça dans l'espace produit. Là, vous avez les valeurs de x et les valeurs de x', et ça vous donne ce genre de représentation. Donc, ce qu'on veut estimer pour différents ensembles de niveaux, c'est cet ensemble-là. Et c'est vraiment de la classification. Et pour la classification, on a des algorithmes hyper puissants et qui convergent très vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer comme classe de candidats ? On peut prendre des fonctions de ranking dites polynomiales qui vont faire la différence entre des polynômes de degré k. Donc là, vous voyez ce que ça donnerait comme type de règle selon que vous prenez k égale 1, k égale 2, k égale 4. Donc vous voyez qu'on va pouvoir, en augmentant le degré du polynôme, on peut capturer finalement des paysages assez riches et qui sont susceptibles de bien estimer des fonctions qui n'ont pas du tout les propriétés de convexité ou de régularité habituelles avec les approches classiques. Donc là, vous avez une version de l'algorithme où on maintient un ensemble de règles de ranking et on a une façon de maintenir, c'est toujours l'idée de l'apprentissage actif, on maintient les règles qui sont consistantes avec les données, les observations, la série des XI qu'on a déjà à l'instant, à l'itération donnée. Donc c'est juste est-ce qu'ils sont du bon côté. C'est toutes les règles de ranking qui classent de la même manière finalement des paires de XI. On va avoir, ce qui apparaît pas sur les planches, on va avoir une façon de réajuster quelque part l'ensemble de niveaux pour se rapprocher de l'optimum. Voilà, donc il y a des expériences numériques autour de cet algorithme qui sont également, là aussi, qui sont disponibles dans des rapports techniques et certains articles présentés dans des conférences. Donc là, les deux sujets ont été présentés dans des conférences ICML. Enfin, l'un va être présenté donc le mois prochain et l'autre a été présenté l'année dernière. Et vous avez des versions de préprint en fait où il y a énormément d'expériences numériques. On a fait vraiment des bancs d'essai extrêmement poussés sur ces approches. Les résultats théoriques sont encourageants, mais ne sont pas forcément spectaculaires. Bon, c'est un vrai travail de les établir, mais en termes de vitesse, on n'est pas sur des choses on peut vraiment démontrer qu'il y a une supériorité par rapport à l'exploration aléatoire. Mais sur les essais et sur les expériences numériques, à la fois sur des problèmes réels, donc sur des problématiques de validation croisée, de choix de jeux d'hyperparamètres pour des méthodes d'apprentissage, ou sur des problématiques de clustering, on a des fonctionnels non convexes
On a pu démontrer que sur pas mal de problèmes, on faisait aussi bien, voire mieux que des méthodes alternatives. On a regardé des problèmes de basse dimension non convexes et des problèmes aussi de grande dimension, convexes ou non. Et bon, il n'y a pas, évidemment, comme dans toutes ces méthodes-là, il n'y a pas un champion du monde, hein, mais on a pu montrer que ce sont des approches très compétitives. Et je pense que c'est un bon pari pour justement attaquer les problèmes de grande dimension. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de méthodes qui survivent quand on dépasse, je sais pas, 10 ou 20 paramètres dans l'espace d'entrée. Voilà. Donc, je terminerai là-dessus. J'avais une petite liste, voilà, si c'était intéressant pour la discussion, pour parler d'autres choses autour des problématiques d'apprentissage qui ne sont pas forcément liées à ce que j'ai raconté aujourd'hui, mais bon, qui peuvent permettre de discuter aussi sur d'autres sujets qui sont très actuels. Mais je vais m'arrêter là pour la présentation et je suis prêt à avoir vos commentaires ou vos questions sur l'exposé. Merci. Alors nous, à l'IRT, on a un programme sur beaucoup de sujets de calcul numérique, des calculs assez volumineux et assez consommateurs de temps et qu'on essaye d'optimiser aussi. Et là, je vois un lien direct avec les travaux que tu as menés. Ce sera sans doute l'occasion de s'en reparler, peut-être lors d'un workshop peut-être plus spécifique. Oui. Je vois qu'il y a... je serais très heureux d'avoir des témoignages, effectivement, parce que si c'est des sujets qui font écho à des problématiques que vous avez rencontrées. Effectivement, autour de la simulation, c'est assez naturel, mais peut-être qu'il y a d'autres sujets aussi. Peut-être que Yves peut en dire un petit mot. Oui, bonjour. Donc Yves Le Guenec, je suis ingénieur de recherche depuis maintenant 4 ans à l'IRT. Et dans le cadre du projet ROM, on a traité, en fait, on a fait un modèle réduit, ce qu'on a appelé modèle réduit, mais finalement, ça s'apparente plus à un modèle de régression construit avec des techniques un peu inspirées du machine learning, pour des modèles de crash de voitures, dans lesquels on avait la problématique d'avoir peu d'expérience, mais beaucoup de données. Et du coup, on a construit on a construit un modèle de régression du crash de véhicules, où les paramètres sur lesquels on venait jouer, c'était les épaisseurs des tôles. Donc on a eu des résultats qui étaient assez encourageants. Et alors on n'a pas encore traité la partie justement planification d'expérience et quelle expérience choisir pour améliorer au mieux le modèle par rapport à un problème donné, ou alors même plusieurs problèmes donnés, quoi. Donc c'est pour ça que c'était un exposé qui était très intéressant pour moi. Même si le côté que je trouve un peu limitant dans les dernières slides, c'est vraiment... parce qu'en crash, on est sur des problématiques qui sont vraiment très non linéaires au niveau du calcul, parce qu'on a beaucoup de contacts. Donc on va avoir des fonctions qui sont potentiellement non continues, puis même discontinues. Et donc le côté limitant, c'est vraiment on se limite à une dizaine de paramètres. Alors est-ce que vous avez des idées pour pouvoir résister un peu à cette dimension, quoi? Parce que nous, quand on fait des petits cas, c'est déjà 37 paramètres pour une voiture entière. Jusqu'à la dizaine de paramètres, je pense que c'est gérable avec les processus gaussiens, mais c'est peut-être la limite, quoi. Donc, je ne sais pas si la limite c'est 8 ou 9 ou 10, mais c'est dans ces eaux-là en tout cas. Donc, au-delà, c'est vrai que c'est compliqué. Sur l'aspect, l'hypothèse de continuité, je pense qu'il ne faut pas trop bloquer là-dessus, parce qu'en fait, tu vois, là, sur ce profil-là, bon, elle est continue au sens mathématique, mais je veux dire, on peut avoir vraiment des zones voilà, où ça bouge quand même beaucoup, quoi. Après, la question, c'est vraiment autour du maximum, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que si on a une forte discontinuité sur le maximum, là, de toute façon, c'est très compliqué, hein, je veux dire.
Donc ça, c'est voilà, c'est un premier commentaire. Et après, sur la grande dimension, cette dernière approche, basée sur transformer le problème d'optimisation en problème d'estimation des ensembles de niveaux et à savoir exactement est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous, hein, pour se rapprocher de l'optimum. Je pense que c'est une approche qui résisterait à la grande dimension. Parce que pour ces problématiques de ranking binaire, on a des algorithmes efficaces en grande dimension. Donc après, voilà, c'est comment dire, c'est un composant de l'algorithme d'optimisation, parce qu'après, il faut voyager dans les différents niveaux, et il faut savoir comment on le fait. Et en fait, l'algorithme aussi repose sur une partie d'échantillonnage, parce qu'il faut créer une espèce de, comment dire, faut générer les points, hein, tout simplement. Et ça aussi, en grande dimension, par des méthodes de rejet, etc., ça peut être aussi assez compliqué à mettre en œuvre. Donc il y a encore quelques petits verrous, mais je pense que c'est de loin l'approche la plus prometteuse pour aller vers, oui, typiquement ce que tu décris, qui sont des problèmes, je veux dire, dans l'industrie, effectivement, on est plutôt sur des ordres de grandeur de l'ordre de la dizaine enfin de la dizaine, c'est-à-dire 30, 40, 50 paramètres que 5 ou 6, quoi. Et juste pour compléter un peu, pour faire la promo de l'IRT, il y a une thèse qui s'était faite aussi dans le projet ROM avec. Donc, il y a deux thèses sur le sujet, parce qu'il y a François qui travaille un peu sur ce sujet-là. Il y a une thèse qui se soutient en juillet, la thèse de Paul Feliot, qui a travaillé sur des sujets un peu similaires, qui travaillait avec Supélec, plutôt avec les gens de Supélec, sur de l'optimisation bayésienne en grande dimension. Donc l'une des problématiques, c'était de trouver justement le point ou les points à rajouter pour améliorer le plus Donc je ne sais pas s'il y a des connexions entre les deux, les différentes équipes, les différents travaux. Oui, je vois bien. Oui, effectivement, on avait participé à des groupes de travail ensemble, donc je vois bien les travaux. Donc effectivement, ils sont sur une approche assez différente. Je veux dire, c'est des compétiteurs quand on fait des bancs d'essai comme ça, c'est clairement des méthodes auxquelles il faut se comparer. Après, moi, j'avais le sentiment, en tout cas, les derniers développements que j'avais vus, qui avaient eux aussi tombé sur ce problème de dimension assez vite. Et je crois que c'était encore moins... La capacité à gérer plus de 5 paramètres était encore moins avérée que les approches de processus gaussien. Mais après, je ne sais pas, peut-être que c'est justement, ils ont progressé. De toute façon, c'est un problème que tout le monde rencontre. Là, ils étaient plus aux alentours de la dizaine ou de la vingtaine de paramètres, dans les cas qui avaient été traités. De toute manière, c'est un problème récurrent. Oui. Non, c'est clair. Je sais pas pourquoi cette approche me fait penser au support vecteur un peu, dans la mesure où on ne s'intéresse que à ce qui se passe dans la fonction au-dessus Ouais. C'est de on transforme le problème en de la classification, en quelque sorte. Mais après, c'est une succession, c'est un empilement de problèmes de classification. Parce qu'une fois qu'on a estimé ça, on se dit, bah tiens, la zone bleue, elle est au-dessus de la zone blanche. Donc maintenant, il faut que j'échantillonne au sein de la zone bleue pour aller plus haut. Tu vois, dans mon paysage, là, aller plus haut me rapprocher progressivement de la zone d'intérêt, quoi. Mais oui, effectivement, et ça peut se faire d'ailleurs éventuellement par des techniques. Alors nous, on a utilisé plutôt Là, comme on raisonne sur des paires, c'est plutôt des critères, donc taux de paires concordantes, qui sont ici. Donc là, c'est le critère qu'on minimise. En fait, c'est la moyenne des indicatrices pour lesquelles... alors attendez, comment ça marche là Oui, en fait, voilà, on a les labels, hein, c'est les signes des différences pour la fonction f, puisqu'on a évalué les valeurs en ce point-là, et on cherche à minimiser en fait ce critère, donc qui va compter comme erreur le fait qu'une règle qui compare xi et xj va donner un ordre différent de celui qui est induit par f. Donc on va maintenir finalement toutes les règles de ranking qui ont une erreur dans ce sens-là, quand on compare des paires.
qui est minimale vis-à-vis de ce critère. Alors s'il n'y a pas de bruit, même ça peut être, enfin la valeur recherchée, c'est la valeur 0 pour cette erreur. Hein. Donc là, on est plutôt sur des algorithmes qui vont minimiser ces taux de paires concordantes, mais il y a des versions convexifiées, donc on peut faire ça avec des SVM, on peut faire ça avec du boosting, on peut faire ça avec des random forest, on peut faire ça même avec du deep learning. Mais voilà, ça va simplement nous donner des géométries, tu vois, des formes sur ces fonctions-là, sur ces ensembles qui vont être plus ou moins régulières. Parce que le choix de la méthode a un impact sur la géométrie en fait, de ces ensembles. Donc là, c'est plus en fait une classe d'algorithmes qu'on décrit qu'un algorithme particulier. C'est-à-dire qu'après, ici, je n'ai pas dit quel algorithme de ranking j'utilise pour fabriquer ces ensembles. D'autres questions ? Bon, bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. Pour être venu et d'avoir fait cet exposé. Merci à tous.